Bonjour à tous. Nous présentons aujourd'hui le rapport de la consultation publique sur le racisme et la discrimination dans les compétences de la Ville de Montréal. Ce mandat a été confié à l'OCPM en 2018 et depuis 2 ans, la commission nommée par Dominique Olivier, présidente de l'OCPM, a effectué un travail phénoménal pour permettre à tous les Montréalais de partager leur expérience et d'offrir leurs solutions. Aujourd'hui, la présidente de l'Office nous présente ce rapport dans ses grandes lignes, mais avant tout, voici un résumé vidéo du parcours jusqu'à maintenant. Cette consultation-là, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est un effort citoyen monstre. On peut penser que c'est une circonstance ou une consultation qui est politique. Elle est citoyenne. C'est les citoyens de Montréal qui lèvent le drapeau à dire qu'il y a une conversation dans la Ville de Montréal qui doit avoir lieu. Il existe des systèmes qui créent du racisme et nous devons parler de cela. On veut parler de discrimination intentionnelle, on dit tout de suite « j'embauche pas de femmes ». On parle de discrimination systémique, on dit on va utiliser des normes d'embauche qui s'appliquent aux hommes et qui défavorisent les femmes. On ne pourra pas avancer sur les questions de racisme systémique tant qu'on ne reconnaîtra pas ce phénomène en tant que tel de façon très claire. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas, on est dans le déni. Et quand on est dans le déni, on ne peut pas être dans l'action. C'est une consultation publique qui devrait déboucher avec ses contraintes, avec ses limites, mais sur quelque chose qui serait à l'image de notre vie et de nos aspirations. C'est une journée phénoménale pour Montréal. Bonjour. Bonjour. On va revenir un petit peu en arrière. Comme je disais en introduction, le mandat a été confié en 2018. On est aujourd'hui en 2020. Rappelez-nous un petit peu le contexte dans lequel cette consultation est arrivée et un peu la démarche qui a été entreprise par la Commission. Oui, alors il faut se rappeler, et vous faites bien de le souligner, que c'est un mandat qui découle d'une initiative citoyenne. Alors le droit à l'initiative citoyenne est prévu à la Charte montréalaise des droits et responsabilités et prévoit que si les gens voient des situations qui sont d'intérêt de bien commun, ils peuvent ramasser un certain nombre de signatures pour pouvoir le faire. Alors, cette consultation découle donc de 22 000 signatures à l'initiative de quelques jeunes qui vivaient des situations inacceptables et qui ont dit « on veut une conversation publique sur le sujet ». Et c'est ce qui a donné ce travail-là. Je vous rappelle que cette commission était très exceptionnelle pour l'Office, étant donné qu'on avait 5 commissaires au lieu de 2 ou 3, comme on fait d'habitude. C'était coprésidé par Mesdames Marianne Aymon et Marisol Saint-Dor. Et il y avait également Judy Gold, Jean-François Tuat et Abbé Bellage qui en faisaient partie. C'est des processus à l'Office qui sont traditionnellement qui font l'objet de démarches très, très particulières avec des activités vraiment très variées. Est-ce que vous pouvez juste nous en toucher un petit mot? Oui, bien sûr. C'est une démarche qui a duré, au fond, un petit peu plus qu'1 an de collecte de données. On a commencé donc au moment où on a eu le mandat, en août 2018. On a fait une tournée dans les arrondissements. On a visité au moins 16 arrondissements à Montréal pour pouvoir avoir le pouls du terrain. Et comme c'est un sujet sensible, on avait aussi mis en place des façons pour que les gens puissent témoigner de leur expérience et co-construire collectivement des solutions. Et on l'a fait à travers notamment ce que nous, on appelle des activités contributives, donc des démarches qu'on pouvait faire en petits groupes. On a fait plusieurs séances de présentation de ce qu'on avait comme matériel de départ de façon thématique ou générale. Et bien sûr, il y a eu ce qu'on fait traditionnellement, qui est l'appel aux opinions orales ou écrites devant la commission. 7000 participations, plus que 1000 personnes qui ont contribué, vraiment qui sont venues contribuer, une tonne d'activités, bref, une démarche très, très, très complète.
Alors, on a une grosse participation du public, mais comment ce mandat a-t-il été reçu, accueilli en fait de façon générale, autant par la société civile que par les institutions de la ville? Bien, je vous dirais que c'était un sujet complexe et sensible qui ne faisait pas forcément consensus au point de départ. Il y avait des attentes nombreuses. Les gens avaient une espèce de fatigue de consultation. Et pour les personnes qui vivent ce racisme systémique ou cette discrimination systémique au jour le jour, il y avait un épuisement à dire et à redire ce que plusieurs rapports avaient déjà dit. Ça fait plus d'une quarantaine d'années qu'on parle de ces sujets à Montréal. Et pour eux, ce qui était important, pour tous les participants, c'était que cette fois-ci, ce rapport donne lieu à la mise en place de mesures concrètes sur lesquelles on pourrait voir des résultats tangibles. Alors, vous le disiez, le sujet n'est pas nouveau dans le débat public. Le racisme systémique, on en parle. La discrimination systémique, on en parle depuis plusieurs années. Plusieurs rapports, d'ailleurs, sont sortis sur le sujet. 2 commissions conjointes du conseil municipal, en 2017 notamment. Un rapport d'une équipe de recherche, Harmonie Assaoui-Mulon aussi, qui a fait l'objet qui a traité de ce sujet. Et bien sûr, les avis et rapports des différents conseils consultatifs montréalais. Qu'est-ce qui différencie le rapport de l'OCPM de tous ces autres rapports et de tous ces autres documents? Bien, il faut dire que je dirais que c'est une œuvre collective. On a construit sur cette base documentaire dont vous avez parlé. Il faut aussi mentionner que le débat a été serein, puis il a été vraiment fait dans un esprit constructif. Ce n'étaient pas des gens qui venaient se plaindre, ils venaient plutôt dire voilà un problème, voilà les racines du problème, voilà ce qu'on entrevoit comme solution. Donc, ce n'est pas une analyse sociologique ou scientifique comme le rapport Harmonie Assaoui, etc., dont vous parlez, mais c'est plutôt une contribution citoyenne avec des recommandations qui a découlé sur des recommandations qui sont précises et qui sont réalisables dans le temps et mesurables dans le temps. Alors, le contexte actuel et l'actualité nous rattrapent un petit peu sur ce sujet. Le débat sur le caractère systémique du racisme et de la discrimination est relancé, notamment à Montréal. Qu'est-ce que le rapport dit spécifiquement sur cette question du caractère systémique? La première chose, la première recommandation, je dirais, de la Commission touche justement le fait de reconnaître le caractère systémique de la discrimination et du racisme qui peut être vécu à Montréal. En fait, le constat que la Commission a fait, à la fois dans ces différentes rencontres terrain et dans ce qu'ils ont entendu, c'est que le fait que la Ville ne reconnaisse pas officiellement le caractère systémique de ces phénomènes, bien, ça l'empêchait de questionner ses propres pratiques, ses politiques, de le regarder. Parce que c'est difficile de lutter efficacement contre quelque chose qu'on ne reconnaît pas et qu'on ne peut pas nommer. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de le reconnaître. Et c'était la posture de la Ville au point de départ. C'était de dire on ne reconnaît pas le caractère systémique. Donc, tant que ce ne sera pas fait, bien, on va se retrouver dans des plans d'action qui ne donneront pas de résultats concrets. Alors, en 2018, au moment où le mandat a été lancé, il y a tout un travail préparatoire qui a été effectué par la Commission. Et ça a été aussi l'occasion de dresser un peu un portrait de la population puis des différents enjeux. Qu'est-ce que la Commission et qu'est-ce que le rapport dit sur les personnes qui sont touchées par ces problèmes de racisme et de discrimination systémique? Écoutez, souvent, on a l'impression qu'il s'agit que c'est une minorité qui est touchée. Hein? On l'entend souvent, on parle des minorités qui sont touchées. Or, quand on regarde les chiffres de la Ville de Montréal, bien, le 2/3 des habitants de Montréal sont nés à l'étranger ou ont un parent qui est né à l'étranger. Le tiers fait partie de ce qu'on appelle les groupes racisés ou les minorités visibles pour fin de programme d'accès à l'égalité en emploi. Donc, on parle d'un très, très grand nombre de personnes, dont beaucoup sont nées ici, ne sont plus de la première génération de l'immigration. Donc, c'est un vrai problème. À cela s'ajoutent également toutes les populations autochtones qui vivent en milieu urbain, qui vivent à Montréal, pour lesquelles il y a très, très peu de mesures qui sont en place pour les aider justement à progresser à l'intérieur ou à avoir accès aux services ou à progresser à l'intérieur de la fonction publique montréalaise. Alors, la Ville de Montréal était un petit peu réticente à reconnaître ces problèmes de racisme et de discrimination systémique. C'était quoi exactement son positionnement par rapport à cette question-là? Nous avons eu une réponse très claire de la Ville lorsqu'on a posé la question sur ce qu'ils font pour lutter contre le racisme. La réponse était, il y a 2 axes d'action à Montréal, un qui est sur l'intégration des nouveaux arrivants et l'autre qui est sur la lutte au racisme. Mais on se rend compte que presque toutes leurs actions
sont dirigés vers le premier volet et qu'il y a très peu de choses qui arrivent du deuxième volet. Comme je te disais tout à l'heure, quand on les interroge spécifiquement sur la lutte au racisme, ils vont répondre que, ne reconnaissant pas le caractère systémique de ce problème-là, ils ne l'évaluent pas. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans la matière même du rapport. C'est un rapport qui est quand même assez conséquent, qui fait plus de 250 pages, 261 si ma mémoire est bonne. C'est le reflet d'une très très longue démarche qui a été entreprise par l'Office. Quels sont les constats que la Commission a pu dégager à travers ce travail-là? Écoutez, ça a pris 7 mois pour qu'on obtienne un document de référence qui disait ce que la Ville fait dans ce domaine-là. Et on se rend compte que le document est très, très, très incomplet. Toutes les demandes complémentaires faites par la Commission d'obtenir, par exemple, des données différenciées qui permettraient de cerner l'ampleur du phénomène dans des domaines très, très, très précis. Quand on analyse leurs documents, on se rend compte qu'il n'y a pas de cible contraignante. On utilise toujours des termes comme améliorer, favoriser, aider. C'est sûr que si on augmente de 0,0001, on a amélioré, mais on n'a rien fait dans les faits. Et c'est un peu ce qui transparaît. Donc, données manquantes, objectifs qui sont plutôt vagues, une liste d'actions qui ne semble pas reliée entre elles avec un fil conducteur, et une rétroaction, une culture de la rétroaction qui est absolument déficiente. Ça a été ça les grands constats qu'on fait au point de départ. Et ensuite, ça se décline de façon diverse, tant au niveau transversal qu'au niveau sectoriel dans l'emploi, dans, par exemple, le profilage racial et social ou encore dans la lutte aux iniquités. Alors, dans le rapport, on retrouve 11 constats qui ont été établis par la Commission à travers tout ce travail-là. Et devant ces constats, quelles sont les principales pistes de solutions qui ont été apportées tant par le public que par l'analyse de la Commission, en fait? En fait, les pistes de solutions se retrouvent beaucoup à l'intérieur des 38 recommandations du rapport. Alors, bien sûr, je dirais la première, c'est de reconnaître le phénomène pour pouvoir s'y attaquer de façon efficace. Ensuite, c'est de regarder comment ça se distribue dans les champs de responsabilité. On s'est rendu compte qu'il y a différents services à la Ville qui ont tous un petit bout de travail à faire sur ces questions-là, mais qu'il n'y a pas de vision générale ou de coordination générale. Alors, par exemple, en matière de plainte, on en a un petit bout qui est chez l'Ombudsman, chez le contrôleur, chez l'inspecteur général. Il y a la responsabilité de faire des programmes, des services vont se retrouver au bureau d'intégration des nouveaux arrivants ou encore au service de la diversité et de l'inclusion, mais il ne semble pas y avoir, quand la Commission a regardé toutes ces actions, il ne semble pas y avoir de fil conducteur transversal. Donc, une des recommandations, c'est vraiment qu'il y ait imputabilité à très haut niveau, que ça parte de la direction générale, que ça descende à l'intérieur de toute la machine et qu'une personne soit responsable et imputable des résultats qu'on va obtenir et des plans d'action. Donc, c'est le poste de commissaire un peu qui est Entre suggéré autres, dans le c'est rapport. exactement le poste de commissaire qui est suggéré dans le rapport. Et c'est important de dire qu'il ne faut pas que ce soit une seule personne qui en soit responsable. On connaît cette structure dans la Ville, notamment le commissaire aux affaires autochtones. Ça a fait beaucoup progresser, mais comme elle n'a pas un staff qui est important, elle ne suffit pas à la demande pour vraiment faire avancer les choses. Alors, si on parle d'un commissaire à la lutte au racisme, bien, il va falloir aussi qu'il y ait une équipe opérationnelle en dessous et qu'elle ait une autorité qui est vraiment transversale pour pouvoir faire en sorte que les arrondissements et les services concernés changent leurs pratiques. Il y a également plusieurs recommandations par rapport au profilage racial et social, notamment dans les domaines de la Ville, de compétences de la Ville. Alors, on parle entre autres de la sélection des policiers et du chef de police. On se rend compte qu'il y a une culture qui existe déjà au SPVM qui fait en sorte que parfois on reconnaît qu'il existe du profilage social et racial, parfois on ne le reconnaît pas. On se souvient, vous l'avez dit d'entrée de jeu, qu'en 2018, le comité exécutif l'avait formellement reconnu. Alors, c'est pour le moins surprenant que le chef de police se dise surpris qu'il y en ait. Alors, ce qu'il faut éviter dans l'avenir, c'est ces espèces de valses-hésitations. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment qu'on donne une direction claire à tout ce qui se fait. Par ailleurs,
la culture de la formation aussi à la ville existe, mais il n'y a pas d'études d'impact sur l'impact de ces formations sur les groupes ciblés. Donc, ce serait important aussi qu'on les rende obligatoires, qu'on les rende mieux organisés et qu'on puisse aussi en évaluer les effets. Il y a également, dans les choses importantes, l'emploi. Hein? La Ville de Montréal est l'employeur le plus important à Montréal, avec des effectifs énormes. Et aussi un fournisseur de services importants, hein, qui donne pour plusieurs milliards de dollars de contrats chaque année. Donc, on pense qu'il y a là une façon pour la Ville de se montrer exemplaire et de permettre de faire progresser à ce niveau-là. Il y a des pratiques qui ont été portées à l'attention de la Commission, notamment pour ce qui est des promotions sans concours à l'intérieur de la ville. Alors, bien sûr, il y a la question de l'embauche qu'on peut régler avec des cibles contraignantes. D'ailleurs, la Ville disait elle-même qu'elle s'était donné une cible de 30 % l'an dernier et qu'elle l'avait atteint en 6 mois. Donc, ça prouve que quand les objectifs sont clairs, on met les moyens et on est capable d'y arriver. Mais il y a aussi la question du maintien en emploi et de la promotion. On sait que dans les 3 dernières années, il y a 0 % de cadres qui ont été embauchés à la Ville, alors qu'il y a des pratiques de gestion des talents qui permettent des promotions sans concours. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il est temps que ça puisse aussi s'appliquer, aux groupes visés par les PAE. Voilà. Alors, en plus de l'emploi et des questions de profilage, il y a aussi des questions d'inégalité territoriale qui sont assez importantes et qui ont été notées par la Commission dans le rapport. Tout à fait. Alors, les gens sont venus nous parler beaucoup de questions comme les déserts alimentaires qui peuvent être certainement révisés à l'intérieur de nos règlements de zonage. Ils sont venus nous parler de la couverture déficiente de la STM dans certains quartiers. Bref, de l'inégalité, pas seulement entre les territoires, mais aussi à l'intérieur des mêmes territoires, où les endroits où on retrouve le plus de gens racisés sont souvent les endroits où il y a le moins de services. Alors, clairement, il y a une révision à faire à la fois de nos règlements municipaux pour faire en sorte que, parce qu'on l'a bien vu dans le cadre de la pandémie, il y a différents facteurs qui se combinent pour créer ces iniquités-là. Alors, par exemple, hein, l'exemple qui vient le plus facilement à l'esprit, au moment où on nous demande de rester tout le monde ensemble, on se retrouve avec des jeunes qui vivent dans des logements insalubres ou des logements trop petits, trop exigus pour les besoins familiaux. Ils vont traîner dans les rues et dans les parcs, ils se font interpeller par la police, on parle alors de profilage racial et social, et tous ces facteurs-là se combinent pour faire en sorte que on continue à vivre des situations d'iniquité. Alors, c'est ce qu'il faut directement questionner. Alors, on a parlé un petit peu des gens qui étaient touchés par ces problèmes de discrimination et de racisme systémique. On a parlé des constats qu'ont fait la Commission et des recommandations. Maintenant, la question logique qui suit, c'est qui a le pouvoir d'agir sur toutes ces problématiques? Bien, il y a plusieurs. C'est sûr que tous les paliers gouvernementaux et administratifs ont une part de responsabilité pour agir. Pour ce qui est du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, ils ont à l'intérieur de leur champ constitutionnel certaines responsabilités pour s'assurer, et ils se sont dotés de documents structurants comme les chartes, pour s'assurer que tous les citoyens ne sont pas seulement égaux en droit, mais aussi que cette égalité-là se traduise en une égalité de fait. Maintenant, la Ville a le pouvoir d'agir. On a mentionné tout à l'heure les programmes d'accès à l'égalité en emploi, mais aussi par le biais de la loi qui reconnaît Montréal comme un gouvernement de proximité, la métropole, la loi sur l'aménagement urbain. Il y a différents leviers qui sont à sa disposition, et ceci à l'intérieur, je dirais, des cadres qui sont établis comme modèle d'intervention en matière de relations interculturelles, de lutte au racisme ou aux discriminations systémiques. Alors, le travail de l'OCPM prend fin aujourd'hui, officiellement, puisque le rapport est maintenant public. Il a été déposé au bureau de la mairesse, il est maintenant public, disponible pour tous pour consultation. C'est quoi la suite du processus pour un rapport de l'Office qui est déposé? Oui, maintenant, notre travail à nous est terminé. On a fait nos constats, on a fait nos recommandations. Il appartient aux élus de prendre leurs responsabilités et leurs décisions.
Toutefois, et ce n'est pas le travail de l'Office de juger est-ce que la réponse est bonne ou moins bonne. Nous, on est un aide à la décision publique et on amène des pistes de solutions. Ce qui est le plus important au moment où on se parle, c'est le suivi qui va être fait par la société civile pour pouvoir agir, soit en posant des questions à leurs élus municipaux dans le cadre des conseils d'arrondissement ou dans le cadre du conseil municipal. Ça va être aussi la réponse qui va être faite par les services à l'ensemble des recommandations que nous avons faites. Alors, la réponse de ces services, ça passe par des votes du conseil municipal, ça passe par des décisions au niveau des services eux-mêmes. Comment ça fonctionne? Oui, je vous rappelle que c'est un droit d'initiative. Le droit d'initiative est régi par un règlement à la Ville de Montréal qui prévoit qu'il doit y avoir une rétroaction aux demandeurs. Dans nos autres dossiers, hein, vous savez, c'est le 3e qu'on fait. On a fait l'agriculture urbaine et les énergies fossiles. On se retrouve, on a calculé un temps de rétroaction qui est aux alentours de 3 mois. Donc, on devrait s'attendre d'ici le mois de septembre à avoir une réponse officielle de la Ville par rapport aux différentes recommandations qui ont été présentées par l'OCPM. Alors, en plus de la Ville, vous mentionniez la société civile, un petit peu le devoir de suivi de la société civile avec ces dossiers-là. Mais qui d'autre, à part la Ville, peut se servir de ce rapport et un peu dans quel contexte? On a déjà vu des rétroactions puis des retours au niveau des organisations, des associations qui reviennent en consultation publique avec nos propres rapports pour appuyer leur mémoire. Absolument. Mais dans quels autres contextes? Absolument. C'est des choses qui peuvent servir, c'est-à-dire que la consultation et le rapport de consultation constituent une mine et un trésor d'informations, de recherches, de références qui sont disponibles tout le temps sur notre site. Et c'est donc aux organisations, c'est aux citoyens de se les approprier et ensuite de les réutiliser, soit dans des dossiers connexes, ça se trouve, parce que on sait, par exemple, on vient de parler des inégalités, donc s'il y a d'autres consultations qui sont faites, ils peuvent se servir de ces rapports-là pour pouvoir continuer à faire les représentations nécessaires. Alors, la dernière question, un petit peu en conclusion, quel est selon vous le message essentiel de ce rapport? C'est quoi ce que les gens doivent absolument retirer de cet exercice qui a quand même été long, qui a mobilisé beaucoup de gens et qui a eu quand même un impact assez important en consultation publique à Montréal? Je dirais que lorsqu'on identifie un problème, il y a 4 façons de le résoudre. Le premier, c'est de se donner les données nécessaires pour pouvoir en évaluer l'ampleur, le phénomène. Ensuite, c'est d'avoir des actions qui sont spécifiques, qui sont suivies, qui sont cohérentes entre elles. Et ensuite, d'être capable de revenir, de se sentir redevable devant le peuple, devant les gens, des résultats qu'on atteint, donc d'être capable de faire preuve de transparence et de rétroaction continue sur l'ensemble des dossiers. Et ce dossier-là n'est pas différent des autres. C'est ce qui a été fait dans les années 60 pour soutenir, par exemple, l'absence de francophones dans la fonction publique fédérale. C'est également les mêmes mécanismes qu'on a utilisés pour les femmes. Hein? Il a fallu d'abord qu'on dise qu'il n'y a pas de femmes dans les lieux de pouvoir, il n'y a pas de parité pour qu'on puisse aujourd'hui assister à la parité. Donc, il est temps maintenant de faire preuve de la même solidarité envers les membres des groupes racisés, les populations autochtones et tout autre groupe qui serait susceptible de vivre de la discrimination ou du racisme systémique. Dominique Olivier, merci beaucoup pour ces explications. Merci. Je vous rappelle que le rapport de cette consultation publique est disponible sur notre site web. Vous pouvez le retrouver l'adresse en dessous de cette diffusion. Également, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez toujours nous écrire info@ocpm.qc.ca. Et si vous souhaitez être tenu informé des futurs mandats de l'Office, vous pouvez toujours nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Twitter. Cette vidéo sera également disponible sur la chaîne YouTube de l'Office. Et vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre. Merci beaucoup et bonne fin de journée.